Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr et aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Snail Mush W1. Donc ce smartphone console smartphone, comme vous le voulez, nous a été présenté par Belchine. Donc cette fois-ci on a même carrément un petit drap pour pouvoir présenter tout ce qui nous est prêté par Belchine, qui nous le rend bien et donc on peut le rendre comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec les spécifications de la bête. C'est un écran de 5 pouces HD pour commencer. Donc 1280 x 720 IPS, donc classique. Donc avec un très bon rendu. Nous avons donc en touche, bien sûr 4 touches ABXY, mais en version chinois, enfin en version Much exactement. 2 sticks, style un peu PSP, donc exactement les mêmes que ceux qu'on avait sur la Much et les mêmes qu'on avait sur l'Arcos Gamepad 1 à peu près aussi. Donc bouton Home, bouton Retour, Start Select, bouton Power, bouton Volume. On a 2 gâchettes, donc un haut-parleur, un appareil photo 8 mégapixels. Donc voilà, on va enlever la coque pour montrer le reste, si j'arrive. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous avons un double SIM. Donc, on va trouver ici, SIM 1 WCDMA. Donc, avec, en termes de fréquence 3G du 900 et du 2100. Nous avons micro SD. Donc, on peut aller jusqu'à du 64 Go. Deuxième SIM, donc bien sûr juste en GSM. Une batterie de 3000 mAh, donc plutôt très correct. Un petit peu plus aurait été d'ailleurs intéressant, mais on va pas se plaindre, on a déjà une bonne grosse batterie. Voilà. En termes de processeur, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est du MTK, MTK 6592 à 1,7 GHz avec en GPU un Mali 450 MP4 et 2 Go de RAM. Alors, bien sûr, nous avons le Bluetooth, nous avons Bluetooth 3G, Wi-Fi, tout ce qu'on a de classique. En ROM, en mémoire interne, nous avons du 16 Go. Et voilà. Donc, le Mali 400 MP4, enfin le SOC MTK 6592 à 1,7 GHz, on l'avait déjà testé avec le Redmi Note. Donc, on a des performances plutôt similaires d'ailleurs, ce qui est plutôt logique. Donc ça va être quelque chose que nous connaissons déjà. Et du moins pour ceux qui n'ont pas vu le test du Xiaomi Redmi Note, eh bien nous allons l'aborder sur ce test. Donc maintenant, en termes de design et finition. Alors au niveau du design, on a un petit mélange de pas mal de choses. Pour commencer, on a un mélange entre de la PSP, PS Vita et même du Xperia, donc Xperia Play. Donc je vais revenir sur ces trois choses-là. Tout d'abord, PS Vita. Donc j'en ai une, alors on peut voir un peu la différence. Je rappelle que c'est une console smartphone, donc on peut bien sûr mettre tout ce qu'on veut, donc une SIM pour pouvoir parler avec les gens, etc. Donc je trouvais que la comparaison était intéressante avec une véritable console, pour voir un peu la différence qu'on peut rencontrer, puisque j'ai ça chez moi. Bon, elle m'est pas très utile, mais je l'ai. Alors, on peut retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver d'abord tous les 2 sticks de chaque côté, qui sont en position basse, qui sont un petit peu vers l'intérieur. Par contre, on n'a pas les mêmes sticks. Là, on a des vrais sticks rotatifs, tout ça, qui sont super bien. Ici, on a des circle pads, comme on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que c'est plat et ce n'est pas en 3D. Donc, on n'a pas une sorte de boule quand on les manipule. Nous avons des sticks et des boutons qui sont assez similaires, si j'ai envie de dire. À la différence que ils font plus de bruit par rapport à la PS Vita. Mais on a une disposition assez similaire et avec une conception assez similaire de ces boutons-là, justement, qu'il me faut rappeler la PS Vita. Pour finir, donc nous avons, alors ici Start et Select, donc ici on a les Start et Select ici, et Home et Retour, donc qui sont intégrés ici, qui sont faits pour être utilisés donc en mode portrait. Voilà, on a 2 gâchettes ici. Alors ça fait aussi penser bien sûr à la PSP, donc c'est à dire que on a une disposition et une taille qui est à peu près cohérente à une PS Vita,
Mais dans le design, on est plus dans la PSP, que je n'ai malheureusement pas ici, donc qui était grosse, mais qui avait qu'un écran de 4 pouces, et qui avait, on va dire, un design vraiment similaire, c'est-à-dire un peu plus moins arrondi, voilà, un peu plus, voilà, plus comme ça en fait, tout simplement. Donc on se retrouve avec ça. On peut voir aussi bien sûr que par rapport à une vraie console, enfin du moins la PS Vita qui peut se comparer à ça, on a quand même quelque chose de très très différent en termes de finesse, puisque vu que ça doit aussi servir comme smartphone, c'est beaucoup plus fin. Alors, dernière chose concernant le design, c'est quelque chose aussi que j'attendais de chez eux, c'était quelque chose de compact pour une console. Donc je vous ai montré la PS Vita, et maintenant je vous montre, alors il y a le Honor 3C d'un côté et le Redmi Note de l'autre. Donc tout est noir. Alors pour montrer un petit peu, on va mettre à plat comme ça, voilà. On va mettre ça comme ça. Donc on peut voir que niveau taille, on n'a pas quelque chose qui est extrêmement grand. Donc c'est avec un écran de 5 pouces pour les deux, au final, qu'est-ce qui dépasse? Bien sûr, c'est les contrôles, ce qui est un peu logique. Mais on garde quand même un aspect plutôt compact et pas trop grand. Pour comparer maintenant au Redmi Note, qui fait lui 5,5 pouces, donc c'est pas non plus un modèle d'optimisation d'espace, mais qui reste quand même plutôt correct. Donc là on se retrouve, alors on va mettre de l'autre côté pour voir la différence, avec donc bien sûr le Redmi Note qui prend un peu plus de place en termes de largeur. Voilà. En termes de largeur, donc voilà, ça donne ça. Et en termes de hauteur, on a quelque chose qui donne... Donc ça, si je mets ici, là, ça donne ça de plus, en fait, juste une partie des contrôles. Si je centre, ça donne ça supplémentaire. C'est pas énorme au final. On a quelque chose qui reste très correct, et ce qui fait que même en termes de finesse, on a quelque chose d'un peu plus gros, soit, mais qui reste quand même vraiment correct. Donc là, on a du 9 mm, et ici, on doit être à 11-12, ce qui reste tout de même, bon, c'est un peu plus gros, mais ce qui reste tout de même très correct. Much, qui est donc, alors Much, d'ailleurs, pour rappeler ça, Much, qui, à la base, était en partenariat avec Aeridigo, a été racheté par Snail. Ce que je disais dans l'unboxing, qu'ils étaient en partenariat, mais non, ils ont été rachetés par Snail, qui d'ailleurs va attaquer les États-Unis avec leur prochaine console, qu'on aura, je l'espère, assez bientôt, quoi. Et donc, il y a des petites choses. Il y a une chose qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit défaut dans le design. Mais donc, on se retrouve, par rapport aux anciennes Much de Aeridigo, on se retrouve vraiment avec un mélange smartphone et console qui est très réussi en termes de design. Puisque la première qu'on avait eue, la i5, elle faisait énormément penser vraiment à une console. On avait vraiment une disposition console. Et ça faisait option, on va dire option smartphone, parce que c'était pas vraiment fait pour. La G2 était plus un smartphone avec une grosse autonomie qui était très épais et très lourd, avec option console, si je puis dire. Ici, c'est ce que j'attendais un peu d'eux, ce que je disais par rapport aux autres tests, c'est qu'on a un mélange parfait entre les deux pour moi. Alors certes, il y a des défauts qui vont être dans la prise en main, mais on a vraiment un bon mélange. Pour terminer, donc je disais que ça me faisait penser aussi à un Xperia, donc c'est le Xperia Play et aussi le Xperia Kino, donc pour ceux qui suivent les Android depuis longtemps et Sony, voilà, on a ce côté un peu arrondi. On a ici donc le haut-parleur et le capteur au centre, qui me font énormément penser au Xperia Kino et Play, qui étaient dans le même style en termes de dos. Voilà ce qu'on peut en dire. Au niveau de la finition, alors c'est plutôt pas mal du tout. On a quelque chose qui est bien assemblé, qui semble solide, qui n'a pas trop de soucis. À part jack, alors en termes de design aussi le jack, donc c'est plutôt bien pensé pour l'utilisation donc console, mais en termes de smartphone quand on le met dans la poche, le jack c'est un peu mal pensé. Donc bon, c'est quelque chose qui est compréhensible. Donc pour revenir à la finition, il y a une chose qui est regrettable, c'est au niveau de la coque, donc qui tient plutôt bien dans l'ensemble, sauf à un endroit. Et apparemment, d'après Belchine, ce serait assez répandu, voire même pire sur certaines séries.
Mais en gros, c'est pas très grave, mais on peut voir qu'il y a un jeu, en fait, le picot qui est censé rentrer ici. Alors, on va le rouvrir. Hop. Le picot qui est censé donc être ici, ce picot-là, que vous voyez donc ici. Il est censé rentrer ici. Le problème, c'est qu'il ne rentre pas, et donc au final, on se retrouve avec un jeu, et ce qui fait qu'en jeu, en utilisation, on va se retrouver avec un grincement, et avec un jeu un peu, pas forcément désagréable, mais on va dire qu'il est là, et c'est un petit peu dommage, puisque l'ensemble de la conception est plutôt bonne. Alors c'est vraiment le petit défaut qui fait tâche. Au niveau de la surcouche, on se trouvera avec la surcouche typique de Much, donc pas de nouveauté particulière par rapport aux anciennes Much, si vous avez vu le test. Vous connaissez à peu près tout. On est sur une version 4.2.2 en termes de version Android, avec donc la surcouche classique de chez Much, donc on va regarder ça tout de suite. Donc avec un launcher qui est très classique, donc on a quelque chose qui va nous permettre de choisir quelle couleur on va mettre pour la lettre de notification, qui est à peu près par ici. Donc on va vraiment avoir quelque chose de très simple, et qui au final ça va être surtout sur le launcher, donc on a quelque chose qui nous permet de voir si notre système est à jour. Donc on peut même normalement voir si les développeurs le mettaient, qu'est-ce qui change selon les versions. Donc là on est en version d'ailleurs Much 5.6.24. Ensuite en fait c'est surtout un petit redesigning du launcher. Donc cette fois-ci qui est sans tireur d'application, donc comme à peu près toutes les surcouches classiques chinoises. Petite mention au fait au petit point que vous voyez ici, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour montrer vite fait après les contrôles, pour voir parce qu'ils ont un mapping tool. En ajout, il n'y a pas grand chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a qui dit Y qui nous permet de faire passer ces touches-là, parce qu'en fait ces touches-là ne sont pas reconnues comme des... En fait, la manette n'est pas reconnue comme une manette 360 ou une manette classique Android, qui ressemble beaucoup à la manette 360, on va dire. Ce qui fait que si certains jeux vous posent problème, eh bien vous pouvez les faire reconnaître via cette application. Et c'est-à-dire que par exemple on la joue, donc la touche verte ici, qui est cette touche-là, là en haut, qui représente Y, eh bien on peut choisir comment elle va réagir dans l'application. Donc bien sûr beaucoup de choses qui peut être choisi. Les dommages parce qu'en fait ça sert souvent pour les jeux, les dommages que par exemple tout ce qui est bouton soit un peu loin en fait, puisque au final on se retrouve avec tous les classiques, on va se retrouver ensuite up, down, left, etc. pour par exemple ici, volume plus, volume moins, start select, etc. Et à partir de là il faut faire more key pour avoir ces boutons là. Ce qui fait que c'est un peu long parfois pour des choses qui marchent pas forcément. Ça marche plutôt bien, ça peut aider, mais ça marche pas forcément, ce qui est un peu dommage. On peut voir qu'on a un manager, autoload manager, donc j'avais essayé pour mon squad, et ça n'a pas très bien marché. Donc j'ai pas cherché plus loin. Comme je le dis, ça dépend vraiment des applications. Parfois il y en a qui vont reconnaître nativement les touches. Parfois via le key Y que j'avais utilisé aussi sur sur les autres matchs, ça avait plutôt bien reconnu. Et puis parfois ça sert à rien. En tool supplémentaire, donc nous avons ça, nous avons une sauvegarde aussi qui nous permet donc si vous le voulez, donc là il me demande une carte SD que j'ai normalement mis, donc ça veut dire qu'il y a un petit bug. Mais normalement vous pouvez faire une sauvegarde de toutes les applications, etc. Si jamais vous devez le remettre à zéro, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très léger comme surcouche. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc une dernière petite chose qu'on peut faire, qui a été implantée, qui reste assez discret, c'est ça, personalized. Donc capture, on peut utiliser cette petite touche que vous voyez depuis tout à l'heure, que je fais balader, on va la mettre ici. Donc vous voyez ici, ça va nous permettre de faire une capture d'écran très rapide. L'intérêt reste quand même assez limité, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi faire en sorte que la touche Home ici puisse réveiller la console, puisque normalement il faut appuyer sur le bouton Power.
Donc c'est quelque chose qu'on peut choisir si jamais il peut y avoir un problème, par exemple ça se déclenche tout seul dans la poche, ça m'est pas arrivé de mon côté. On a aussi le joystick mode, donc common rocker, floating rocker, ring rocker, smart rocker. Donc ça va être après selon aussi pareil selon les jeux. Moi je le laisse tel quel, ça marche très bien comme ça. Donc dès que on va lancer un jeu, ça va automatiquement optimiser la mémoire, la fonction mémoire, donc c'est-à-dire en gros dès que vous allez lancer un jeu, toute la mémoire va être vidée. Right joystick mode, donc ça va être aussi pareil, normalement c'est en mortal, ça va être pareil, c'est pour selon le jeu en général, ça peut faire une différence. J'ai pas rencontré de soucis particuliers avec ça, donc je les ai laissés tels quels, et ça marche très bien comme ça. Vous avez même un ghost mode qui va vous permettre d'avoir en gros, ça peut être bien pour vos enfants, pour mettre quelques jeux, et juste avoir tel jeu qui va être affiché pour cette personne. Dernière chose à savoir sur ce bouton capture, si vous restez longtemps dessus, vous allez pouvoir faire un partage. Je sais pas vraiment des captures, ce qui reste logique, mais je trouve l'intérêt assez limité. Lancer directement le KDY ou montrer ou cacher le mapping tool. Au niveau de la personnalisation, donc c'est toujours la même chose, c'est ça me revient ici. Donc voilà, alors pour finir, on va lancer un jeu, on va lancer Boomscott pour montrer. Quand vous lancez un jeu, que vous avez vous-même fait qu'il y a un schéma pour faire tourner le jeu, il va montrer le schéma. Donc, utilisation très simple du mapping tool, vous mettez soit par défaut, donc voilà, on peut en fait, si on fait défaut, on avait même le choix avec d'autres schémas. Donc ici c'est le schéma Anonymity qui est plutôt répandu, les Anonymity sur la plupart des configurations. Donc on peut même choisir parmi différents schémas, donc on peut voir que ça a l'air un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de partage qui se fait avec un peu comme la fonction de shield, ce qui fait que si un jeu a déjà une configuration, il va vous le proposer au démarrage du jeu, ce qui est plutôt sympa. On a même une fonction d'aide pour expliquer comment l'utiliser, l'application. Bon, je vais vous montrer, ce qui sera plus simple. S'il veut bien, voilà, s'il veut bien. D'accord. D'accord, donc c'est pas très pratique puisqu'on peut pas en sortir. Donc, voilà, on va montrer un petit peu comment ça marche. Donc défaut, comme je vous l'ai montré, c'est pour choisir son thème. Ça, bien sûr, c'est pour valider. Ici, ça va être pour pouvoir placer justement ces touches-là. Alors, contrairement à ce qu'on connaît en termes de mapping tool classique, type Arcos, etc., on va avoir quelque chose, en fait, où on va avoir le choix des touches, donc qui est déjà indiqué. Et d'ailleurs, un petit bug qui vient de m'arriver, qui m'est jamais arrivé avant. Bon, il y a une touche qui a disparu, je ne sais pas trop pourquoi, puisqu'elle n'est pas là. Alors en fait, c'est simple, vous avez juste à déplacer cette touche là où vous voulez, et ça se déplacera, ça se mettra là où vous voudrez. Vous pouvez bien sûr les redéplacer, etc. Si vous les enlevez, vous faites juste comme ça. Pour le stick droit, il y a une petite différence. C'est-à-dire que vous le sortez, ça va vous sortir un petit carré avec le choix. Alors, soit vous le mettez en mode stick classique, donc c'est-à-dire que ça va faire comme le stick gauche, donc les déplacements. Donc en gros, quand vous allez avoir votre... je vais vous montrer. Hop. C'est-à-dire que si on met comme ça va tout simplement réagir de façon classique. Jusque-là, vous suivez. Si on veut le met... Il a disparu. Je voulais pas qu'il disparaisse, moi. Donc il y a des petits bugs avec ça aussi, c'est vrai. J'avais pas trop fait gaffe, mais c'est vrai que de temps en temps il disparaît. Je sais pas trop pourquoi. Donc là, il a disparu après ça. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, donc,
Sinon, vous avez le choix de la caméra, c'est-à-dire là, par exemple, pour du FPS, des choses comme ça. Donc là, c'est-à-dire que si je valide, vous allez pouvoir voir que là, le stick se déplace de façon comme si en fait on regardait avec un style FPS, des choses comme ça. Ce qui va nous permettre de jouer à pas mal de jeux. Je t'ai dit d'aller là. Bon, il faut supprimer. Il y a des petites choses qui ont changé. Il y a des petits bugs qui se manifestent pendant le test que je n'avais pas trop eu vraiment en termes de pendant que je jouais, donc c'est un peu bizarre que ça arrive. Normalement, ça arrive pas. Bref, donc voilà, une fois que vous avez fait votre configuration, vous pouvez enfin jouer. Petit souci pour certains jeux tels que les jeux Gameloft. Alors, Brother in Arms a un petit souci, c'est que donc quand en fait le jeu ne voit pas en fait vos touches correctement, ce qui fait qu'il faut les mapper vous-même. Sauf que pour pouvoir lancer le jeu, quand il détecte une manette, il faut appuyer sur un bouton qui va vous permettre de jouer. Le souci, c'est que là, vous voyez, j'appuie sur toutes les touches et malheureusement, ça ne marche pas. Alors que là, j'ai déjà enlevé des touches pour pouvoir justement l'accepter. Sauf que le souci, c'est qu'il faut tout supprimer. Pour tout supprimer, vous appuyez sur X et vous appuyez sur valider pour en fait enlever le système de mapping. Et c'est problématique puisque en fait par exemple sur Brother in Arms et tous les jeux Gameloft en général qui vont demander ça ou une confirmation comme ce qu'il est fait là, eh bien malheureusement il faudra supprimer toute la configuration pour pouvoir entrer et remettre cette configuration. Donc sachant que par contre les schémas qui sont proposés par défaut ne sont pas complets, il faudra les faire vous-même malheureusement. Donc on y reviendra tout à l'heure sur Brother in Arms. Donc je pense que j'ai tout montré côté surcouche. Maintenant, on va passer à la suite. Côté écran, donc on a un écran de 5 pouces de HD IPS classique. Donc Match nous avait impressionné avec le Match i5 qui avait un très très bel écran. Et sur cette partie-là, il y a encore un très bon travail. Donc là, je vais prendre avec donc le Honor 3C qui a un écran qui reste très correct, donc on va les mettre à fond pour en profiter pleinement. Donc on a en termes d'écran quelque chose. Alors donc le problème c'est que pour vous ça rend bleu, mais en termes d'écran donc c'est plutôt lumineux déjà, ce qui est déjà une bonne chose. L'écran est plus froid de ce côté-là, mais ça a l'air un plus comment dire, oui c'est plus froid, c'est moins jaune. L'écran du Honor 3C fait jaune à côté. Donc, c'est plutôt correct et c'est coloré. Donc, tout ce qui est Google, on voit que c'est plutôt coloré. Donc, c'est vraiment un très bon écran. Donc, c'est la deuxième fois que Match nous sort un très très bel écran. Et c'est à souligner, puisque au final, dans les jeux, on aura quelque chose de plutôt agréable à utiliser. On aura peut-être tendance à dire que les couleurs sont un peu, comme j'aime bien le dire, les couleurs sont un petit peu légèrement acides. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu trop claires. Mais dans l'ensemble, ça se remarque pas dans le jeu, on a quelque chose qui reste tout de même de très très bonne qualité. Par contre, un gros souci au niveau de l'écran, je vais essayer d'ailleurs en direct de mettre, on l'a direct. Donc, quel est le souci de cet écran? Donc vous voyez que l'écran est devenu noir d'un coup. Donc en fait c'est sur certaines applications, c'est pas hardware. Pour moi c'est pas hardware puisque c'est que sur certaines applications et c'est très aléatoire. Donc on va essayer de chercher. Donc ça m'arrive surtout sur Play Store, ça m'est arrivé sur Dead Trigger 2 aussi. Donc il est possible que vous ayez ce type de souci, je vous le montre en tout cas. Là je vous montre des images de l'appareil photo, donc de cet appareil photo, qui donc bien sûr n'est pas l'exacte réalité de ce qui se passe, mais par exemple on peut deviner ici la barre de notification, on peut la deviner encore ici. On voit bien que l'écran, on devine des choses, on voit qu'il y a bien les LED qui sont allumés, mais l'écran est noir. Donc c'est plutôt bizarre, je n'explique pas du tout ce phénomène, c'est la première fois que je rencontre d'ailleurs ce problème. Et ce qui fait que c'est un peu chiant puisque sur certaines applications, mais vraiment précises, c'est-à-dire que il y a le Play Store qui fait ça, le launcher le fait un peu aussi. Sur Dead Trigger ça le fait, mais sur le reste ça le fait pas. Donc c'est très bizarre.
Et j'espère que le correctif fera en sorte que ça se règle. Mais c'est un peu chiant, donc je vous le dis, ça devrait surtout ça devrait se montrer sur Dead Trigger 2 pour ça. Donc la solution quand il arrive ça, c'est simplement de verrouiller, déverrouiller. C'est tout con, mais bah voilà, voilà, vous voyez, ça le refait. Alors que j'ai rien fait, on peut deviner. Alors je sais pas si vous verrez. Non, on le voit plus maintenant. Mais voilà, on peut deviner un petit peu la barre de notification ici, qui passe blanc. Donc c'est vraiment chelou comme problème. Et c'est un peu chiant. Donc j'attends un correctif de la marque pour régler ce problème qui peut être un peu ennuyeux à force, puisque ça peut arriver très bien 3 fois en 30 secondes, tout comme une fois en 3 heures, ou même pas du tout. Donc c'est un peu bizarre. Côté son, on va voir quelque chose de simple. Donc c'est un haut-parleur très classique qu'on a en termes de haut-parleur. On a un haut-parleur mono. Donc on va dire que ça vaut à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement, tout ce qui est à peu près classique. Par contre, on a quand même une certaine absence des basses. Donc bien sûr, ça reste classique. En termes de prise jack, on va voir quelque chose de classique aussi, rien d'extraordinaire. Il faut savoir que comme ça utilise Android pur de base, on va voir aussi l'équaliseur d'Android pur, que je trouve pas terrible du tout. On a un son qui est pas très bien, donc je vous conseille de chercher un égalisateur mieux que ça pour améliorer le son, mais le son en général n'est pas génial. Ça reste classique, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Et pour ceux qui sont très fans de musique, par contre, il faudra vraiment passer son chemin par rapport à ça. Côté APN, donc on a un APN de 8 mégapixels qui donc à peu près, on va dire que c'est le minimum qu'on a aujourd'hui. Donc on a quelque chose qui reste très classique à l'utilisation, donc avec juste quelques petites modifications en termes de design, mais on a quelque chose voilà, vraiment de classique. Donc 8 mégapixels, voilà. On a le souci en fait qu'on a par rapport à ça, c'est que voilà, c'est vraiment pas quelque chose, il n'y a pas eu réellement d'optimisation du capteur, ce qui fait qu'on se retrouve avec un capteur qui est mauvais. Face à la concurrence au même prix, on a quelque chose de mauvais. Vous voyez, j'ai fait les clichés là, vite fait, et j'en ai fait bien sûr d'autres chez moi. Et en fait, c'est très bruité, c'est pas très détaillé, c'est vraiment en cas de dépannage, quoi. C'est pas vrai. Ceux qui sont fans de photos, qui cherchent quelque chose pour la photo aussi, passez votre chemin, c'est pas là-dessus que Much compte faire quelque chose. On a quelque chose, un résultat bas de gamme, on va dire. Donc, pareil, côté photo, malheureusement, c'est vraiment du très basique, pas du tout à la hauteur de la concurrence aujourd'hui. Donc on arrive à peu près, vraiment juste en jeu, environ 4h, 4h30. Avec la batterie qu'on a, on devrait arriver à 5h. Donc il faudra une optimisation supplémentaire si possible de la batterie. Et aussi le souci qui fait que l'autonomie est pas forcément des meilleures qu'on a avec ce processeur-là, c'est que au niveau de la chauffe, ça se concentre ici, donc on sent que ça chauffe et que c'est pas très réparti, puisque bien sûr c'est du tout plastique, donc ça ne participe pas à dissiper correctement la chaleur, ce qui peut aussi influencer sur la batterie. Donc 4 heures en jeu, ça reste quand même très correct, et certains smartphones ne peuvent pas se vanter de tenir autant, bien évidemment. Donc pour les benchmarks maintenant, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, j'imagine. Nous voici donc au résultat de 33 163 points, ce qui est plutôt correct, bien sûr. C'est évidemment ce qu'on attend d'un MTK. On a même tendance à dire qu'il y a eu un peu de triche sur les bords, puisque, comme vous voyez, avec le même processeur, le Redmi Note ne fait pas mieux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il s'en sort mieux? On va le voir tout de suite. Ça va être surtout, à mon avis, pour les graphismes, comme on peut voir. Il doit y avoir un boost sur celui-là. Alors, est-ce que ça la demande de Much?
ou est-ce que c'est de la triche réelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en jeu, on les voit, en fait, on voit comment dire, on voit cette différence. Donc c'est du bon, j'ai envie de dire, et ça se ressent aussi. Donc cette fois-ci, on va dire quand tu tues, n'est pas forcément fiable, mais on se rend compte que les jeux tournent vraiment très très bien sur cet appareil. Donc c'est un très bon résultat à prendre avec quand même des pincettes. Donc sur Geekbench, on a un résultat classique d'un MT6592, c'est-à-dire qu'on a 430 en single core et 2300 en multicore. Donc bien sûr, pour comparer, on peut voir qu'on est un seul cœur aussi bien qu'un Galaxy S3, un petit peu moins bien qu'un Xperia Z, et donc tout ce qui est S4 Pro. Et en termes global, on se situe entre un Snap 600 et un Snap 800. Donc plutôt quelque chose de correct. On se retrouve sur GFX Bench. Donc c'est un comparateur côté graphique. Alors j'ai décidé de comparer avec le Arco 50C Oxygen, qui est à peu près pareil en termes de... c'est le même processeur. Donc on se retrouve avec des résultats un peu similaires, un peu meilleurs côté Much. Ici on perd un petit peu, et globalement les résultats sont pour la Much à quelques petites choses près, à environ 5-10%, voire 20% sur certaines choses, en ayant le même processeur. Pourquoi? Et bien justement, c'est là où on voit la différence, c'est qu'on peut voir qu'il utilise les drivers les plus récents pour ça c'est ce qui permet donc de voir qu'est-ce qui est le plus récent en termes de plus récent et le plus récent, c'est surtout les plus optimisés. Donc j'ai un peu quitté, mais on a vu un petit peu. Pour voir un petit peu la différence avec les plus gros smartphones, donc nous on fait 771 frames, bien sûr tout ce qui est très très gros, donc si on prend en smartphone Galaxy Alpha, Galaxy Note 4, etc., c'est 2000, hein, c'est 3 fois plus puissant. Donc c'est quelque chose de logique. On n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant, mais qui va être suffisant pour la plupart des jeux. Donc au niveau des résultats, on se retrouve aux alentours donc, de ce que fait un MT6592, c'est-à-dire environ 7000 points. Donc c'est à peu près par ici. Que dire, à part que donc on a un résultat qui est bien sûr en total accord avec ce que ça vaut réellement, c'est-à-dire donc un petit bas milieu de gamme avec des performances plutôt correctes. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est maintenant passer au test de jeu. On se retrouve sur Asphalt. Donc Asphalt, d'ailleurs, je suis pas sans savoir ça. On reconnaît très bien les touches. Donc comme on peut le voir, je peux très bien me débrouiller. Alors normalement j'ai le stick aussi, mais je préfère moi ce genre de touche pour jouer. Donc on peut voir qu'au niveau des performances, c'est très bien, ça tourne super bien, super fluide. On a bien sûr donc la plupart des détails, sauf bien évidemment au sol, comme j'en parle souvent, ce côté un peu flou juste devant qui montre un petit peu que la puissance est un peu limitée. Et sur les hauts de gamme, on a une distance d'affichage claire et nette beaucoup plus loin que ça. Mais néanmoins, on n'a pas trop se plaindre des performances, vu que c'est que en 5 pouces HD, ça passe très bien à l'écran, on n'a pas d'aliasing en particulier, on a un affichage qui reste plutôt assez fin et net. Donc ce qui fait qu'en jeu, on n'aura pas à se plaindre du visuel. On n'a pas à se plaindre non plus de ralentissement, du moins sur Asphalt, ce qui fait que c'est plutôt agréable à jouer. Au niveau des commandes, on a quelque chose de très correct en fait. On a une ergonomie qui reste vraiment de bonne qualité. Donc la gâchette pour avancer sur Asphalt. Et puis ensuite on se dirige donc soit avec le stick. Bon là il est mappé, donc je ne peux pas parce qu'il y a un mappage de base. Alors que Asphalt reconnaît parfaitement ces touches là. Et on se retrouve donc avec un jeu auquel il est agréable de jouer. Alors j'ai pris donc plein de petits jeux de ce style aussi. Enfin j'ai pris un petit jeu de ce style puisque ça permet aussi de montrer que... en fait j'ai préféré prendre des petits jeux qui à la fois sont faits pour jouer à la manette et puis qui sont aussi faits pour pouvoir bouger d'un peu de partout.
Donc là, il a par contre fallu que je mappe les touches, puisque malheureusement, Boom Squad n'arrive pas à bien, comment dire, voir la manette de base. Donc tout a été mappé et c'est assez agréable de jouer avec. Donc on va voir un petit peu que je peux me diriger assez facilement. Avec la bonne musique qui va avec. Merde, je me suis balancé sur ma mine. Donc c'est plutôt agréable à jouer. J'ai pas à me plaindre de soucis en particulier sur ce jeu. À part justement donc ce problème de manette. Mais comme on peut mapper les touches assez facilement, eh bien le jeu n'en est que mieux. D'ailleurs il y a un mapping de base qui est fait, mais malheureusement il n'est pas très efficace, il n'est pas très bon puisque le stick est mal placé, ce qui fait que sur certaines voilà, lui il a pété. Sur certaines choses, il est malheureusement, enfin dire, là on va moins bien avancer, donc on va pas avancer à fond. Petite chose comme ça. Mais comme on peut le voir, je peux me débrouiller assez facilement pour buter assez facilement l'ennemi. Donc il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, petit dommage, donc c'est le souci qu'il peut y avoir, c'est donc les manettes qui sont pas très bien repérées. On s'attaque au problème de Gameloft maintenant, donc c'est-à-dire, de Gameloft, de Brothers in Arms 3 tout du moins, c'est-à-dire le problème d'avoir en fait cette détection automatique de manette. Alors autant dans Asphalt 8, on peut juste taper sur l'écran pour que ça passe, autant sur Brothers in Arms, il faut bouger les sticks et il faut avoir un minimum de touches de mise. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce qui fait qu'il faut souvent devoir refaire toute la configuration pour pouvoir jouer. Donc une fois le mapping fait, on se retrouve sur Brothers in Arms 3 pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Brothers in Arms 3 avec ça? En fait, le problème, ça va être les sticks. Surtout, en fait, pour pouvoir viser. Le souci, c'est que c'est un stick qui a un circle pad qui a une toute petite course et qui n'est en plus qu'un circle pad. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux problèmes d'un coup. C'est-à-dire que, en fait, niveau précision, on va être plutôt limité. Donc là, je suis en train de perdre toute ma vie. Donc en fait, le problème c'est qu'on va devoir y aller par à-coup pour être précis. Bon, il y a une assistance de visée qu'il faudra laisser. Donc ça reste quand même mieux qu'au tactile, mais malheureusement, on n'a pas cette précision qu'on a avec un stick classique. Donc, faut faire avec. C'est jouable. Hein, c'est largement. Je trouve que c'est plus jouable d'ailleurs comme ça que au tactile. Mais malheureusement, voilà, on perd sur sur ce truc-là. Donc là. J'ai oublié de faire la petite touche, mais donc voilà, on peut faire ça. Et je peux prendre sa place. Donc après, voilà, là on est sur quelque chose de manuel et on peut quand même s'en sortir et arriver à viser plutôt facilement. Donc c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais voilà, on a plutôt une bonne prise en main en plus de ça, on peut jouer correctement. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on pourra regretter généralement sur ce smartphone console qui est d'ailleurs assez classique pour moi en tout cas, la plupart des consoles qui ont les sticks vers le bas comme ça, qui sont assez petites, ce sera les sticks trop bas qui auront tendance à fatiguer les pouces et donc faire mal un peu aux pouces à force. Donc nous nous retrouvons sur Dead Trigger 2, donc cette fois-ci bien sûr comme Asphalt alors que je l'ai mis à fond donc pour voir un petit peu les performances graphiques, et on se retrouve avec un jeu qui est aussi très fluide. Donc malgré bien sûr que le processeur soit du style économie d'énergie, il n'en reste pas moins que c'est un très bon processeur qui permet de faire tourner tous les jeux sans souci. Petite chose à savoir concernant les très gros jeux tels que Portal qui sont réservés Tegra ainsi que par exemple XCOM, ils ne tourneront pas dessus puisque bien évidemment ils demandent beaucoup plus de ressources que ça. Mais pour tous les jeux classiques qui sont faits vraiment pour mobile, etc., vous pourrez y jouer sans souci sur ce téléphone.
Donc c'est plutôt agréable, comme on peut le voir, Dead Trigger 2 ne souffre d'aucun lag. J'ai bien sûr pu mapper toutes les touches via leur système de mappeur de touches pour manette, ce qui fait qu'on peut s'en servir sans problème. Et comme vous le voyez, je m'en sers sans problème, la prise en main est plutôt correcte pour cette console. J'arrive à plutôt bien viser, j'ai baissé bien sûr la vitesse, la sensibilité de visée pour pouvoir avoir un viseur correct. Ce qui fait que c'est vraiment agréable à jouer et comme on peut le voir, je me débrouille très bien pour buter tous les zombies avec une certaine précision qui n'est bien sûr pas égale à la précision des consoles mais qui reste tout à fait acceptable. Pour terminer un petit peu côté jeu, j'ai parlé rapidement des émulateurs, j'ai pas en montré, mais donc pour avoir pu déjà tester des émulateurs avec ce processeur, il faut savoir que vous allez pouvoir jouer donc bien sûr la plupart des émulateurs sans souci, Raycast et aussi avec certaines builds. Bien évidemment PPSSPP qui lui dépend surtout de l'optimisation de l'émulateur selon les jeux. Mais globalement, vous pourrez jouer aux jeux très classiques tels que Little Big Planet, etc. sans souci sur cette console. Donc on se retrouve sur World of Tanks Blitz, donc un jeu qui est quand même consommateur de ressources, que ce soit CPU ou GPU. Donc là, on va voir qu'on a quand même déjà environ 45 FPS. Donc on a des très bonnes performances d'ailleurs, mieux que ce que je pensais, puisque bon, on est sur des cœurs ergonomiques, donc 8 cœurs A7. Au lieu de, par exemple, sur les hauts de gamme, c'est du A15, c'est beaucoup plus performant. Et pour ceux qui ont vu, par exemple, le Rockchip 3288, pardon, eh bien, on pouvait voir que ça se démerdait très bien dans ces mêmes, dans ces mêmes performances, et que le Intel, par contre, se ramassait complètement. Et moi, je m'attendais à quelque chose de similaire à Intel, et au final, on a quelque chose de bien. Alors j'ai mappé les touches, il faut savoir que sur World of Tanks, ils n'aiment pas trop déjà les manettes sur PC, alors c'est pas sur tactile qu'ils allaient les implanter. Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec un gros souci, le souci justement du stick qui n'est pas très très précis. Et donc là je fais un peu nimp, mais bon, de toute façon, on est là pour la déconne. Donc là je vais essayer, j'aimerais bien la voir, mais un peu trop vite, et puis moi j'ai tiré complètement à côté. Donc on peut voir que le souci ça va être surtout pour la visée, puisque là je suis obligé de faire par à coup. Bon, j'ai quand même touché l'ennemi, mais ça va être surtout ça en fait, ça va être au niveau de la visée où on va pas être très très précis, puisqu'il va falloir donner des à-coups. Après on a une assistance que j'ai laissée aussi pour le jeu, et je me suis fait éclater. Donc voilà ce que ça peut donner, et on peut voir que le jeu est très fluide, il n'y a pas eu de ralentissement particulier, donc c'est très agréable. Alors pour conclure, comment on peut résumer cette petite console plutôt sympa? Pour moi, c'était un véritable coup de cœur, puisque ça représente exactement ce qu'il faut en console Android pour pouvoir montrer que Android peut être une réelle console. Je peux résumer ça comme ça, puisqu'au final, les défauts qu'on pourrait y mettre, ce serait peut-être les circle pads qui permettent de ne pas être très très précis, mais qui restent tout de même, voilà, il faut que ce soit un smartphone, donc il faut que ça reste portable, et elle remplit exactement ces deux fonctions-là. Et c'est ça le principal argument que j'aurais à dire, c'est que ça remplit à la fois la fonction de smartphone, je peux l'utiliser à une main, ce qui est plutôt agréable, elle n'est pas trop lourde, elle a des contrôles qui sont de très bonne qualité, elle a une bonne finition, l'écran est très bon aussi, et au final, les performances en jeu, comme on a pu le voir, tout tourne très bien. Le seul deux défauts notables que j'aurais à mettre, ce serait donc la coque qui ne se ferme pas ici et le problème d'écran actuel que j'ai, qui devrait être, je l'espère, réglé plus tard, qui est un problème qui était bien sûr remonté jusqu'à Snail Much. Et donc voilà, c'est vraiment agréable de pouvoir l'utiliser, voilà. Et le seul souci qu'on pourrait mettre sur tout ça, c'est pas directement la console, mais ce serait plus par rapport aux jeux qui, surtout Gameloft, qui demande souvent une vérification de la licence free-to-play, puisque c'est du free-to-play et demande une connexion permanente. Certains jeux non, certains jeux oui, et le problème c'est qu'il faut être connecté. Alors quand on se déplace, vous avez deux moyens. Soit vous utilisez votre smartphone comme hotspot Wi-Fi, donc ça prend sur votre connexion 3G, soit vous utilisez maintenant les petits forfaits à 2 € tels que Free pour avoir donc ce petit truc de données.
Donc pour ceux qui sont chez Free, ce sera bien évidemment, limite, ce sera très très intéressant de les prendre pour ça justement. Donc ça voilà, c'est le seul petit point qu'on pourrait mettre. Il faut savoir aussi que côté émulateur aussi ça marchera très bien comme je l'ai dit un peu plus tôt, et que voilà, même les jeux même World of Tanks arrivent à tourner dessus, donc c'est vraiment agréable. On a quelque chose de complet, de fin, de portable. Vraiment, on a une vraie console portable plus que la PS Vita, hein, puisque comme je le rappelle, la PS Vita elle est plus lourde, plus grosse, et bien sûr moins fine, hein, enfin moins portable avec les sticks comme ça. Donc c'est un vrai plus. Autre petite chose, alors je ne l'ai pas mentionné dans le test, mais qui pourrait être mis, c'est le volume, bouton volume qui est mal mis, qui est là, au lieu d'être ici, ce qui fait qu'en jeu, si on veut baisser le volume, bah, il faut mettre la main ici, il faut faire comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur, et je pense que ça vaut le coup d'être choisi. Alors pour le prix, on va aller directement dessus. Donc pour le prix chez Belchine, on se retrouve avec un prix de 260 €. Alors pour certains, ce sera peut-être un petit peu élevé, ce qui est un peu normal au final, puisque on se retrouve avec des contrôles qui ont dû être donc bien sûr réfléchis, tout en ayant toutes les fonctions d'un smartphone et en ayant l'utilisation d'un smartphone. Alors est-ce que ça vaut les 260 €? Bah pour moi, oui. Très clairement, oui. Il faut savoir que dans le secteur du milieu de gamme, ça va être quelque chose qui va être un peu plus long à vieillir que maintenant, enfin qu'avant, pardon, puisque par exemple tout ce qui va être 64 bits, etc., ne vont pas réellement gagner énormément en puissance, du moins en puissance graphique. Donc, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de très correct en termes de puissance, etc., qui devrait tenir pas mal de temps, et on a vraiment un produit de bonne qualité qui vaut vraiment ces 260 €. Donc, s'il vous faut une console qui soit portable, bah pour moi, celle-ci fait partie d'une des meilleures consoles portables actuelles. Parce que même par exemple la Shield, qui est beau être plus puissante, reste quand même beaucoup plus gros, et donc beaucoup moins portable. Ici, on peut vraiment l'emmener partout, on la met dans sa poche avec son smartphone, donc ce qui fait qu'on peut avoir deux choses même dans la même poche, sans que ce soit réellement gênant. Bon, bien sûr, là, avec deux smartphones, on va le sentir passer. Mais réellement, même on peut même l'utiliser en tant que smartphone. On peut l'utiliser, moi je l'ai déjà utilisé comme ça, c'est-à-dire que on a ça. Alors le seul souci, ça va être pour appuyer sur la touche Home, mais c'est pas très grave au pire. De toute façon, vous pouvez l'utiliser comme ça. Ce qui fait que c'est vraiment agréable. J'ai vraiment, je trouve que vraiment, elle a un code. Je trouve que c'est vraiment agréable à utiliser. Elle a un vrai petit plus par rapport à toutes les consoles qu'il y a jusqu'à maintenant, surtout console 5 pouces. Maintenant, autre chose, si vous voulez chercher plus puissant, mieux encore, vous pouvez être patient avec la future console de Much, qui va être avec un écran 3D, 1080p, tout ça. Mais pour ceux qui veulent, bon, par contre, ce sera plus cher, bien évidemment, mais pour ceux qui veulent un budget réduit, une bonne console, bah celle-ci, franchement, elle est vraiment bien. Je la recommande vraiment en tant que console. Donc si vous en avez une à prendre, eh ben prenez-la. Entre les émulateurs et tous les jeux sur lesquels on peut jouer, malgré les différents petits soucis qu'on a de mapping, etc., ça reste quand même une très très bonne alternative à toutes les consoles qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et une bonne évolution de chez Much, très très bonne évolution d'ailleurs. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que des produits comme ça, des consoles comme ça sur Android, on en voudrait plus. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur androgames.fr, cette fois-ci un peu plus classique et un peu moins console.